Donc, pour cette séance sur le rôle de l'État dans les structures économiques, je vous ai affiché un document. Que nous apprend ce document ou que nous rappelle ce document? Quels sont d'après vous les éléments principaux qu'il faut être capable de retenir et d'exposer par rapport à ce qui apparaît dans ce document? Je vous laisse une minute ou deux pour l'observer, hein, et ensuite j'attends vos propositions pour voir qu'est-ce qu'on peut dire de ce document, qu'est-ce qu'il nous apprend, qu'est-ce qu'il nous rappelle d'important sur le rôle de l'État, l'implication de l'État dans les structures économiques des pays développés. Alors, Anaïs, je t'écoute. Alors, sur le document, on voit bien qu'au début, il y a, enfin, le poids des prélèvements obligatoires est quasiment partout, 10%, et il évolue en augmentant, mais pas forcément de la même manière pour tous les pays. C'est dû à plusieurs choses, notamment au choix des politiques des États. Si l'État intervient beaucoup, il peut par rapport aux autres pays dans l'économie, et c'est ça qui fait qu'on se retrouve avec des différences d'environ 20%, plus de 100 ans plus tard, par rapport aux prélèvements obligatoires des pays riches. Merci. Alors, je vais synthétiser ce que tu as dit, ce qui est déjà très juste, en complétant un petit peu éventuellement certains points, mais déjà tu as donné deux points intéressants, c'est-à-dire, alors tu me dis au début, donc si on veut être bien précis, là le document on voit il commence dans les années 1870. Je rappelle hein, que pour ces périodes-là, parfois la statistique publique n'est pas parfaite, donc il y a un peu d'estimation, un petit peu de calcul pour essayer oui, d'estimer au plus près les prélèvements obligatoires. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on voit qu'on a des niveaux de prélèvements qui sont relativement proches dans tous les pays industrialisés ou qui s'industrialisent. Donc là, c'est quatre principaux pays, hein, Royaume-Uni, États-Unis, France et Suède. On verra tout à l'heure pourquoi est-ce que l'auteur ici a pris la Suède en particulier. Alors, donc des niveaux plutôt faibles de prélèvements obligatoires dans les pays riches. Au début, comme tu l'as dit, donc c'est-à-dire à la fin, deuxième moitié du 19e siècle et fin du 19e siècle. Et on voit que ces taux de prélèvement obligatoire restent faibles hein, jusqu'en fait en 1910, et on va rappeler un peu ce qui se passe à ce moment-là. Alors, peut-être aussi faut-il rappeler, comme je l'ai fait dans le cours, que les prélèvements obligatoires prennent plusieurs formes en fait, hein, et les deux formes principales qu'on connaît aujourd'hui, enfin les deux ou trois formes principales qu'on connaît aujourd'hui, ce sont les impôts, d'une part, les cotisations sociales, d'autre part, et, euh, dans les impôts, on peut distinguer les impôts sur le revenu des personnes, les impôts aujourd'hui beaucoup sur les salaires par exemple, et les impôts aussi sur les sociétés, sur les entreprises. Donc tout ça, on met tout ça ensemble pour calculer les prélèvements obligatoires. Alors, tu l'as dit très justement, donc au départ c'est plutôt faible. Ensuite, on a une croissance de ces prélèvements obligatoires qui témoigne, qui montre bien que l'État prend de plus en plus de place, de poids, d'importance dans les structures économiques. Donc la croissance des prélèvements obligatoires, même si effectivement tu l'as dit, hein, elle dépend un peu de chacun des pays, mais on voit que le- la rupture hein, de toutes les lignes, c'est plutôt à partir de ces années 1910, et puis il y a une croissance assez forte quand même pendant ben, tout le XXe siècle quasiment. Et puis, alors, ce que tu n'as pas forcément commenté, mais peut-être que d'autres le feront ensuite, c'est que là, on voit bien que la croissance a tendance à s'arrêter. Par contre, ce que tu as dit, effectivement très juste à la fin, c'est que au départ, on est sur des niveaux très proches, donc un peu moins de 10% hein, pour ces quatre pays. À l'arrivée, on est sur des niveaux en fait qui sont très très éloignés, hein, puisque aux États-Unis, on a un taux de prélèvement obligatoire qui est de l'ordre de 30%, c'est-à-dire que 30% de la richesse nationale est prélevée et ensuite elle est redistribuée, hein, elle est redépensée par l'État ou redistribuée dans des prestations sociales, alors que pour d'autres pays,
on est à plus de la moitié de la richesse nationale qui est prélevée pour ensuite être redistribuée. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est très important parce que là, on a, comme tu le disais très bien, l'illustration que le poids de l'État dans l'économie, c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est le choix des sociétés et le choix des politiques, hein, des hommes politiques qui dirigent les nations et les États. Et évidemment, le choix va différer. Aux États-Unis, vous le savez, hein, qui est un pays qui a une histoire libérale finalement quasiment à 100%, je vais dire. C'est-à-dire que c'est un pays qui s'est construit sur le libéralisme. Le poids de l'État a toujours été maintenu à un niveau relativement bas. En Suède ou en France, on a des interventions de l'État qui sont beaucoup plus importantes. Alors, je commente quand même très rapidement pour les États-Unis, puisque aujourd'hui, on a l'impression que les États-Unis ont toujours été un État dans lequel l'impôt, les prélèvements ont été faibles, et un État dans lequel le libéralisme, comme je le disais, a toujours été un peu l'ADN du pays. Bon, on peut quand même remarquer que pendant notamment les années 1930 et puis pendant ici le début des Trente Glorieuses, les niveaux de prélèvement aux États-Unis restent toujours dans le peloton, hein, des pays développés, des pays industrialisés. Donc les États-Unis n'ont pas toujours été le champion, entre guillemets, hein, de la faiblesse de l'État dans l'économie, et notamment les prélèvements obligatoires ont parfois été très élevés aux États-Unis, hein. En fait, c'est même l'impôt sur le revenu et les très hauts revenus qui a parfois été très très élevé, hein, jusqu'à atteindre 90% en taux marginal d'imposition, hein, pour les plus hauts revenus. Ce qu'on appelle le taux marginal d'imposition, c'est le taux qui s'applique aux tranches les plus élevées du revenu lorsqu'on paye son impôt sur le revenu. Voilà, j'espère que cette notion de taux marginal d'imposition, ça va, sinon je peux revenir un petit peu dessus et faire un petit schéma pour l'expliquer. Vous me dites, hein. Voilà. Le taux marginal d'imposition. Si c'est un peu compliqué, ça, je veux bien m'arrêter une seconde là-dessus. Bon, mais en tout cas, les remarques que tu viens de faire ici sont tout à fait cohérentes et très bien. Alors, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pourquoi est-ce que, enfin, je posais la question, du coup, je vous pose directement la question, pourquoi est-ce que les courbes se mettent à augmenter à ce moment-là? Qu'est-ce qui explique que la rupture, puisqu'on voit bien, hein, la courbe est très plate jusqu'à ce moment-là, 1910, pourquoi est-ce qu'on a une rupture et ensuite une croissance très forte pendant ici un gros demi-siècle? Oui, Laetitia, je te laisse la parole. Ce serait pas peut-être à cause des guerres qu'il y a eu pendant cette époque et aussi les Trente Glorieuses. Alors, oui, est-ce que tu pourrais quand même essayer de compléter un tout petit peu ta remarque, à savoir pourquoi est-ce que les guerres, en particulier, on va s'arrêter sur les guerres peut-être pour commencer, pourquoi est-ce que les guerres sont des événements qui ont poussé les États à prendre davantage d'importance dans les structures économiques? Pour moi, ce serait parce que le pays est en majorité pour ces pays, je crois, ils sont affaiblis de la guerre et les populations sont démunies. Donc, il fallait que l'État intervienne pour pouvoir les aider pour sortir de cette période. Oui, alors ça c'est tout à fait juste, hein. Donc on peut l'expliquer, disons, de deux manières. Toi, tu as donné une explication. Les guerres sont vraiment des occasions, des moments. Alors c'est vraiment les deux guerres mondiales, hein, qui sont encore une fois, des événements, des périodes complètement exceptionnelles dans l'histoire de l'humanité et donc au XXe siècle. Ces deux grandes guerres mondiales, elles ont causé des destructions et elles ont créé aussi effectivement un ensemble de populations démunies. Elles ont engendré, on pourrait dire, un ensemble de populations démunies qui attendaient effectivement de l'État un soutien, une aide, une intervention. Alors, après la Première Guerre mondiale, par exemple, on peut penser en France en particulier à toutes les veuves de guerre, hein, donc toutes les femmes qui ont perdu leur mari,
en particulier, mais aussi leurs pères, parfois leurs enfants au front. Et tous ceux qu'on a appelés aussi en France, pas qu'en France bien sûr, mais dans les autres pays européens également, tous ceux qu'on a appelés les invalides de guerre, les gueules cassées, c'est-à-dire tous les hommes qui sont revenus du front, mais qui étaient incapables physiquement de reprendre le travail, parfois incapables mentalement de reprendre le travail, et dont il fallait prendre la charge. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est plutôt des besoins de reconstruction, effectivement, des infrastructures qui sont complètement détruites un peu partout en Europe, qui nécessitent des investissements lourds que l'État va prendre en charge. Donc ça, c'est un premier paramètre que tu as très bien évoqué, Laetitia, c'est après les guerres, les populations ont besoin finalement de l'intervention de l'État parce elles se trouvent relativement démunies. Mais avant cela, même pendant la guerre, les États vont de plus en plus intervenir dans les structures économiques pour les orienter vers ce qu'on appelle l'effort de guerre ou l'économie de guerre. C'est-à-dire que les États vont de plus en plus décider de ce qu'il faut produire pour des problématiques en fait de ravitaillement des troupes, ce que j'ai noté dans le cours, pour des problématiques de fabrique de l'armement, de fabrique de la nourriture adaptée au front et à la guerre, de fabrique de munitions, etc., etc. Donc là, les États vont finalement prendre des commandes, donc de plus en plus commander, mais pour commander de plus en plus, il faut bien de plus en plus de revenus, de ressources, et donc les impôts, les prélèvements obligatoires vont augmenter. Il est notable que l'impôt sur le revenu, par exemple, en France, date de 1914. La première année où les Français ont payé un impôt sur le revenu, c'est 1914, donc c'est la première année de la Première Guerre mondiale. L'État a eu un besoin important de financer ses commandes. Donc les guerres, effectivement, ça a été des occasions importantes. Ensuite, Laetitia disait les 30 glorieuses. Alors, il est vrai que les 30 glorieuses, donc on peut positionner à peu près ici, sont une période pendant laquelle les prélèvements obligatoires ont continué de croître. Et là, c'est vrai que la situation d'après-guerre est vraiment très déterminante, puisque après la Deuxième Guerre mondiale, euh, il y a tout un ensemble de raisons qui expliquent que l'État va accroître son rôle dans les structures économiques et également son rôle de ce qu'on appelle d'État-providence, c'est-à-dire d'État qui redistribue la richesse. Et donc tout ça est rappelé dans le cours, je pense que c'était relativement clair, mais pour synthétiser, il y a à la fois une méfiance vis-à-vis d'un libéralisme laissé à lui-même et qui a provoqué la crise de 29, cette crise de 29 qui, si elle n'a pas provoqué la Deuxième Guerre mondiale, a été un des facteurs de déstabilisation des années 30 et a pu enflammer, sinon, disons, euh, certaines tensions et amener à la Deuxième Guerre mondiale. Donc méfiance vis-à-vis d'un libéralisme qui n'est pas régulé, donc l'État doit réguler un peu le libéralisme. Et puis, comme le suggérait finalement Laetitia, des populations qui attendent, après la Deuxième Guerre mondiale, qui a été une guerre vraiment atroce pour les sociétés, qui attendent un espèce de nouvel élan pardon, de solidarité, un nouvel élan presque de fraternité en fait, entre les membres d'une même nation. Et donc, il y a l'idée d'organiser collectivement la solidarité, de créer une solidarité nationale vraiment complète. Et donc, c'est les débuts de la protection sociale. Forcément, qui dit début de la protection sociale, dit croissance forte des cotisations sociales, lorsque la protection sociale est financée par les cotisations sociales. Je ne l'ai pas rappelé, il me semble pas là dans le cours, mais que cette réflexion autour de la solidarité nationale, de la protection sociale, elle se nourrit pendant la Deuxième Guerre mondiale des travaux d'un député britannique, un député économiste britannique, rappelez-vous, qui s'appelle William Beveridge. Euh, je, je crois que le nom, vous le connaissez, mais je veux bien le réécrire quand même ici. Voilà. Beveridge, donc ce qu'on a appelé le rapport Beveridge en 1942, ça a été un rapport qui effectivement euh, prônait, recommandait la mise en place d'une solidarité nationale. Alors pour l'Angleterre, selon un principe, alors en Angleterre, qui je le rappelle est celui de la protection universelle, c'est-à-dire que Beveridge considère que tout le monde doit avoir droit à la protection et à la solidarité nationale, même ceux qui n'ont pas participé à son financement.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en Angleterre, la plupart des prestations ne dépendent pas des cotisations que vous avez pu faire auparavant. Elles sont universelles, elles concernent tout le monde. Alors que en France, vous avez beaucoup de prestations qui vont dépendre des cotisations que vous avez effectuées avant. Vous avez cotisé et on vous verse une prestation en fonction de vos cotisations. J'espère que jusqu'ici tout va bien. Vous n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions dans le chat ou par micro pour que je puisse éventuellement repréciser certaines choses. Donc, les guerres, on les voit en fait à chaque fois au milieu ici des grandes cases, on pourrait dire. Donc là, on est en 1920 et on voit que le taux a commencé à progresser du fait de la Première Guerre mondiale. Alors notamment au Royaume-Uni, qui a eu un rôle déterminant dans la Première Guerre mondiale. Et puis, ici, dans les années 40, on voit que le taux continue de progresser. Et ensuite, les 30 Glorieuses, vous avez toujours cette progression des taux. Alors, il y a encore peut-être un autre élément que vous pourriez trouver d'intéressant dans ce graphique, que vous pourriez m'aider à commenter, et qui concerne plutôt justement la fin ici la fin de la période à partir des années 70-80. Qu'est-ce qu'on constate par rapport à ces courbes et comment l'expliquer? Alors, Taïna, je crois que tu as demandé la parole, mais comme ça c'est enlevé tout de suite, je ne sais pas si c'était une erreur. Je te laisse la parole quand même. Oui, oui. Ça commence à... Enfin, les courbes commencent à diminuer vers les années 70-80 ou encore à stagner. Et je pense que c'est par rapport aux crises, comme les crises pétrolières, etc. Alors, sur l'observation, pas de problème. On voit que les courbes, alors diminuer, oui. Enfin, on voit qu'il y a des phases de diminution, hein, ici pour le Royaume-Uni, par exemple, légère diminution aussi pour les États-Unis également. La Suède, on voit que dans la toute fin de la période, donc dans les années 2000, on a une légère diminution. Au moins, ce qu'on peut dire, comme tu l'as signalé, c'est qu'à partir des années 70-80, les courbes vont s'aplatir. D'accord? On remarque que les courbes s'aplatissent et que la croissance des prélèvements obligatoires va s'arrêter. Alors, on pourrait se dire que de toute manière, effectivement, ces prélèvements obligatoires ne peuvent pas continuer indéfiniment, parce que si l'État capte toute la richesse de la nation, ça peut décourager les investisseurs à investir, ça peut décourager les producteurs à produire et même les salariés à travailler. Si on vous prend 100% de votre salaire par des prélèvements, vous n'avez plus rien, même si ensuite il y a de la redistribution, mais c'est quelque chose qui est assez décourageant pour l'activité économique. Par contre, alors oui, sur l'interprétation que tu proposes, on peut essayer d'aller un petit peu plus loin. C'est quand tu dis que c'est lié aux crises, notamment crises pétrolières, on peut essayer de développer un petit peu. Alors, je vais laisser la parole à Anaïs, hein, qui demande la parole pour voir si elle peut compléter tout ça. Il me semble qu'à la fin des années 70, les États sont marqués par une forte intervention. Enfin, il y a une forte intervention de l'État dans l'économie, pardon. Et du coup, il y a des personnes qui vont penser que l'intervention de l'État dans l'économie n'est pas forcément nécessaire. Du coup, au lieu d'augmenter dans la majorité des pays comme elle l'a fait des années auparavant à la même vitesse, soit elle va avoir tendance à baisser, puis à remonter un petit peu, soit elle va avoir tendance à stagner. Ok, alors c'est une explication intéressante. Il faudrait juste que tu essaies de me préciser, de te rappeler ou de rechercher. Tu me dis, il y a des personnes qui pensent que l'État doit moins intervenir ou doit limiter son intervention. Quand tu dis des personnes, est-ce que tu peux préciser, est-ce que tu te rappelles de certains ou politiques ou économistes qui recommandent de diminuer l'intervention de l'État? Les monétaristes principalement, au nom de l'autorégulation ou quelque chose comme ça.
Ou quelque chose comme ça, oui. Ah, c'est bien, hein. Donc le courant monétariste, par exemple, est un courant qui veut limiter l'intervention de l'État au nom de, oui, de l'autorégulation des marchés, ou on peut dire au nom de l'efficacité des marchés dans l'allocation des ressources. Je te donne la parole tout de suite, Axel, hein, je te demande juste une minute. Euh, C'est-à-dire que vous avez des courants d'économistes, ça vous le savez, qui considèrent euh, que l'efficacité de l'allocation des ressources sera plus grande si on laisse le marché faire, c'est-à-dire si on laisse les individus totalement libres de leurs actions. L'allocation des ressources, c'est quoi? C'est dire dans quel secteur il faut investir, comment est-ce qu'il faut redistribuer les revenus, qui a le droit à cette part de revenus, comment je dois consommer. Tout ça, c'est l'allocation des ressources, hein. Et donc, soit on la laisse faire complètement librement par le marché, soit on peut faire intervenir l'État pour qu'il oriente, hein, et qu'il organise d'une certaine manière cette allocation des ressources. Des choses sur lesquelles vous retravaillerez aussi beaucoup l'année prochaine. Alors, je vais donner dans l'ordre la parole d'abord à Axel, hein, et ensuite à Clément. Donc, Axel, je te laisse la parole. Oui, quand vous parlez de préciser ce canalisateur, en fait, c'était juste pour dire, moi je pensais au tournant de la rigueur, donc c'est surtout les États-Unis et le Royaume-Uni. Et aussi en tant qu'économiste, ben, c'est le moment de l'année 80 où il y a les nouveaux classiques comme Killian et Prescott. C'est normal que les interventions de l'État baissent en proportion. Oui, très bien. Donc, en termes politiques, enfin en termes d'orientation politique, vous avez des hommes politiques qui revendiquent ce tournant, disons, ce changement dans la vision de l'État dans les structures économiques. Donc, aux États-Unis avec Ronald Reagan, euh, en Angleterre avec Margaret Thatcher. Pour la France, il y a ce qu'on a appelé ensemble, hein, vous reverrez ça, effectivement le tournant de la rigueur en 1983, qui là est un tournant un peu plus subi, d'accord, un peu moins choisi. Le tournant de la rigueur, c'est fait par un président et par un gouvernement socialiste qui justement avait tenté pendant un an et demi de faire croître le poids de l'État dans les structures économiques et qui s'est retrouvé confronté à des contraintes, hein, qu'on avait déjà vues ensemble, qui ont poussé ces gouvernements, avec Laurent Fabius, à finalement changer de direction et considérer que l'État devait garder une place plus raisonnable dans l'économie. Et ensuite, tu as raison de préciser, les monétaristes, comme l'a dit, c'était Anaïs, je crois, les monétaristes prônent une intervention plus faible de l'État, et les nouveaux classiques, comme tu l'as dit aussi, Kydland, Prescott par exemple, recommandent aussi une diminution de l'intervention de l'État dans les économies. Donc tout ça converge, hein, à l'aplatissement de ces courbes ici dans les années 80 et jusqu'à aujourd'hui finalement. Alors, je laisse également la parole à Clément qui avait demandé la parole pour préciser quelque chose peut-être. Non, c'est bon, vous avez déjà tout dit. C'est gentil. Oui. Non, mais c'est vrai que Axel a aussi renchéri un petit peu, donc c'est vrai que là on a abordé pas mal de choses. Alors, on pourrait aussi évoquer pour le cas de la France, hein, j'ai rappelé la référence dans le cours, l'idée d'une triple crise de l'État-providence, hein, de Pierre Rosanvallon. Donc j'ai remis la référence dans le cours de Rosanvallon. Hop, je vous remets le nom ici. J'ai remis la référence dans le cours et on l'avait plutôt travaillé dans le chapitre 1, donc j'ai pas redéveloppé, hein, les triples crises de légitimité, crise financière et crise d'efficacité de l'État-providence. Donc vous irez le revoir plutôt dans le chapitre 1. Voilà, et tout cela concourt donc à ce ralentissement. Encore une fois, ce qui est quand même intéressant, c'est de voir que le ralentissement n'est pas tout à fait le même partout, ou qu'il ne se le fait pas au même niveau, hein, d'accord, et qu'il y a des choix politiques malgré tout qui font que l'État est plus ou moins important. Moi, ce qui me paraît important aussi, c'est de voir que ces courbes, elles s'aplatissent, mais elles ne sont pas non plus complètement décroissantes. D'accord? Et c'est vrai que c'est une erreur enfin, que l'on peut faire et que moi-même, parfois, j'ai peut-être tendance à faire quand je suis en cours, quand je dis, bon, voilà, à partir des années 80, l'État disparaît. Bon, finalement, il y a un mouvement, oui, il y a un mouvement de libéralisme, il y a des économistes qui voudraient que l'État intervienne moins, pardon, il y a des hommes politiques qui affirment que l'État est plus le problème que la solution. Mais finalement, quand on regarde les indicateurs, et en particulier donc ces prélèvements obligatoires, on voit qu'il n'y a pas une énorme diminution, hein, du poids de l'État
dans les structures économiques depuis les années 70 et 80. Ce qui a pu changer, c'est qu'est-ce qu'on demande à l'État de faire. On lui demande peut-être plus des politiques structurelles, de long terme. Excusez-moi, je vais couper mon téléphone. Pardon, excusez-moi. Donc oui, je disais, on demande peut-être plutôt à l'État des politiques de long terme, des politiques structurelles, d'investir dans l'éducation, dans l'infrastructure, voire même de déconstruire certaines réglementations qui pèsent sur les marchés, comme sur le marché du travail, donc de faire des politiques structurelles et moins des politiques conjoncturelles. C'est-à-dire des politiques où, face à un ralentissement de la croissance, on fait une politique de relance, face à un emballement de la croissance, même si on n'a pas trop le cas depuis les années 70, on pratique des politiques d'austérité pour ralentir l'emballement de la croissance. Mais en fait, même ces, pardon, même ces politiques conjoncturelles, elles restent quelque part utilisées, ce que je mettais dans le cours, et on l'a très bien vu à l'occasion des différentes crises depuis les années 70, notamment en 2008-2009, les États ont quand même lourdement pratiqué la relance conjoncturelle, et même là, on le voit en ce moment, les États très rapidement ont mis en place des plans de sauvetage, des plans de relance de l'activité économique, pour soutenir les secteurs qui étaient le plus touchés par l'arrêt de l'activité économique lié à l'épidémie de coronavirus. Donc on a malgré tout cette intervention conjoncturelle qui perdure malgré les discours des économistes depuis les années 1980. Enfin, de certains économistes, pardon, depuis les années 1980. Voilà, donc là, vous voyez, avec ce document, on peut faire un tour assez vaste de la question du poids de l'État dans les différentes économies. Donc en l'observant et puis en analysant ce document. Alors je fais juste un dernier petit commentaire aussi de comparaison entre la Suède et la France. Alors l'auteur ici, c'est un document que j'aurais peut-être dû commencer par là. C'est un document qui est tiré, mais peut-être que certains l'ont reconnu, de l'ouvrage de 2013 de Thomas Piketty, donc ça je pense c'est un nom que vous connaissez bien aussi. Donc l'ouvrage de 2013 de Thomas Piketty, c'est Le Capital au XXIe siècle. Alors je vais même essayer de voir si je peux le mettre. Bon, je peux pas trop changer la police, c'est pas très grave. Mais rappelez-vous que les titres, normalement, il vaut mieux les souligner ou les mettre en italique. Donc ça date de 2013. Je vais le mettre tant qu'à faire. Voilà, c'est pour la source du document. Oui, pourquoi est-ce que Thomas Piketty choisit la Suède dans ce graphique? Parce que bon, on peut se dire États-Unis, France, Royaume-Uni, voilà, ce sont clairement au XIXe siècle et pendant presque tout le XXe siècle des grandes puissances industrielles et ensuite des grandes puissances économiques, dans le top 5 des puissances économiques. Donc on peut le comprendre. La Suède est pas tout à fait dans dans la même catégorie, si on peut parler comme ça. Mais la Suède, on le voit, c'est en fait une des championnes du monde finalement, parfois on trouve dit comme ça dans les journaux. C'est une des pays dans lesquels les prélèvements obligatoires sont les plus importants dans le PIB. Et donc c'est pour ça que l'auteur l'a choisi, pour montrer qu'il y a des pays qui choisissent vraiment de, de prélever une grande partie de la richesse nationale pour ensuite la redistribuer dans l'économie, dans les structures économiques. Alors, il y a quand même une différence entre la France et la Suède parce qu'elles ont des niveaux de prélèvement qui sont relativement proches, autour de 50% d'après Piketty. Alors, dans d'autres statistiques, vous allez trouver plutôt des niveaux de 45%, par exemple pour la France, euh, pour des années qui sont un peu plus récentes, pour 2015. Donc, il y a une courbe qui a tendance à redescendre un petit peu, mais on est autour de 45-50% malgré tout. Alors, la grande différence entre la Suède et la France, ça se situe plutôt dans la manière dont sont prélevés les prélèvements obligatoires, dont sont collectés les prélèvements obligatoires. En France, une grande partie des prélèvements obligatoires est prélevée par les cotisations sociales. C'est à peu près 20% du PIB, un peu moins, 19% du PIB en 2017, qui correspond au volume des cotisations sociales. Donc cotisations de l'assurance maladie, de l'assurance vieillesse, etc., etc. Alors qu'en Suède, les cotisations sociales sont quasiment inexistantes. En revanche,
En France, l'impôt sur le revenu des personnes, ça correspond à peu près à 9% du PIB, alors que c'est presque 16% du PIB en Suède. D'accord, je vais redonner une deuxième fois ces chiffres, hein, comme ça éventuellement vous pouvez les noter, et sinon n'oubliez pas que vous pouvez revoir la vidéo aussi. Donc je reprends. En France, vous avez à peu près un peu moins, vous avez un peu moins de 20%, à peu près 19% du PIB qui représente, hein, le volume des cotisations sociales, alors qu'en Suède c'est quasiment zéro, quasiment rien. En revanche, en Suède, vous avez presque 16% du PIB qui représente le volume de l'impôt sur le revenu des personnes, l'impôt sur le revenu, alors qu'en France, c'est à peine, enfin, c'est seulement entre guillemets 9% de la richesse nationale, du PIB. C'est quoi la différence finalement entre cotisation sociale et impôt? C'est que l'impôt alimente alimente le budget de l'État, donc c'est l'État ensuite qui va décider comment est-ce qu'il utilise ses impôts pour redistribuer son budget dans l'économie et dans les différentes couches de la société. Alors que les cotisations sociales, elles sont en général gérées par ce qu'on appelle les partenaires sociaux, hein, donc par des organismes de sécurité sociale qui elles-mêmes gèrent la redistribution des prestations sociales. Donc ça veut dire que lorsqu'on fonctionne avec des cotisations sociales, ce sont davantage les cotisants eux-mêmes qui décident de comment ça va être utilisé, alors que quand on finance par l'impôt, c'est l'État et donc le gouvernement élu par le peuple qui va décider de comment sont utilisées les recettes des prélèvements obligatoires. Donc c'est deux manières de fonctionner qui sont un peu différentes. Et la pratique, pardon, des cotisations sociales, hein, l'utilisation des cotisations sociales, normalement donne davantage de poids à la société, en fait, hein, aux partenaires sociaux, pour décider de comment sont utilisées les recettes des prélèvements obligatoires, les recettes des cotisations sociales.